Allô tout le monde! Alors, bienvenue dans ce live du jeudi avec Andrea Girard, consultante pédagogique. Je suis Andrea. Aujourd'hui, c'est mon 4e live. Alors, pour ceux qui ont suivi depuis le début, je fais une année complète avec des lives chaque semaine où est-ce que je vais vous dire plein d'informations au niveau de l'éducation à domicile, de la pédagogie et du bien-être des enfants parce que le bien-être des enfants me tient à cœur énormément. Alors, aujourd'hui, gros sujet du jour. Alors, je vais parler des examens du ministère au Québec et particulièrement pour les enfants éduqués à domicile. Pourquoi particulièrement pour les enfants éduqués à domicile? Alors, je vais mettre en contexte tout le monde parce que autrefois, quand on faisait l'éducation à domicile, on était régi par les commissions scolaires et c'était pas obligatoire pour les enfants de se présenter pour les épreuves du ministère. Par contre, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'avec les changements politiques en 2018, quand la CAQ a pris le pouvoir, ils ont décidé de faire des changements au niveau de l'éducation à domicile et un de leurs changements est de mettre obligatoire la passation des examens obligatoires du ministère. Et là, si vous dites, c'est pas si grave que ça, c'est normal, les enfants, il faut qu'ils passent des examens, c'est important, on veut savoir qu'est-ce qui vaut. Mais ça, je vais démystifier ce faux mythe-là dans ce live ici. Et pour mettre en contexte tout le monde, les examens du ministère, c'est pas nécessairement pour avoir une diplomation. Parce que dans certains pays, comme en Finlande, il n'y a pas autant d'examens que nous au Québec. Les examens sont seulement vers la fin du secondaire pour obtenir un diplôme. Mais nous, ici au Québec, il y en a beaucoup, beaucoup. Et il n'y a pas juste moi qui le dis, je vais vous présenter des spécialistes qui ont dit ça. Et en plus de ça, au niveau des examens du ministère, c'est pas juste pour les diplômes, il y en a dès le primaire et ils sont quand même assez nombreux. Pour vous mettre en contexte, un enfant en 4e année doit se présenter juste pour le français parce que c'est seulement pour le français en 4e année et seulement à la fin de l'année en juin, mais il va devoir se présenter 5 fois à l'école. Donc, 2 fois pour français lecture d'un texte courant, français lecture d'un texte documentaire. Alors, 2 jours à l'école seulement pour le français lecture. Ensuite, pour le français écriture, c'est sur 3 jours, donc 3 périodes de 2 heures. Une période pour savoir le sujet, écrire ses idées, une autre période pour rédiger son texte, le corriger et une autre période pour le transcrire au propre. Alors, juste pour un enfant 4e année, il va devoir se présenter 5 jours à l'école uniquement pour le français. En 6e année, il faut rajouter la mathématique. Alors, à ce moment-là, la mathématique aussi, c'est sur 4 jours, 2 jours pour raisonner, 2 jours pour résoudre. Et on ajoute à cela que les enfants de 6e année doivent se présenter en janvier et en juin. Alors, on comprend que déjà, juste pour le primaire, ça fait quand même beaucoup d'examens. Et là, ça à part tout le secondaire pour obtenir son diplôme. Et ce qu'ils ont décidé aussi, la CAQ, c'est de former la DEM. La DEM, c'est la direction de l'école maison pour vérifier, dans le fond, que tout le monde applique les règles, applique la loi et il va s'assurer que les enfants qui font l'école maison soient prêts à faire les examens du ministère. Et ça, c'est ça. On va en parler. Pourquoi que je dis que ça ne s'applique pas vraiment, dans le fond, pour les enfants éduqués à domicile, mais on va en parler pour le live, vous allez comprendre. Alors, juste en mettant en contexte, quand je dis les examens du ministère, les épreuves, et que je vous mets en contexte là, tout ce qu'il y a. Quand je demande aux gens que ressentez-vous par rapport aux examens du ministère, puis si vous voulez, vous pouvez m'écrire un mot, là, le mot qui vous vient à l'esprit. La plupart du temps, les gens, c'est l'angoisse, le stress. Et depuis l'année dernière, je le constate là, parce que ça fait quand même plusieurs années que moi, je fais l'éducation à domicile. Et l'année passée, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de parents qui ont commencé déjà à stresser. Et j'ai même vu des parents qui ont mis de la pression à leur enfant pour que leur enfant ait une bonne note. Puis là, je comprends parce que les parents ressentent une pression eux autres aussi parce qu'ils disent, si mon enfant n'a pas une bonne note, est-ce que je vais avoir la DPJ? La DPJ, c'est la Direction de la protection de la jeunesse après moi. Est-ce que la DEM va fermer mon dossier? Est-ce que je vais avoir des conséquences? Alors, tu sais, ça amène quand même un effet boule de neige. Et ça, on va en parler aussi. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui est stressant. Mais moi, ce que je trouve décevant, je ne sais pas si vous avez vu mon post Facebook hier, mais
j'ai présenté une orthopédagogue qui disait que maintenant, de plus en plus, elle voit des enfants qui se définissent par la valeur d'une note. Puis ça fait que des fois, ils ne prennent même pas le risque d'essayer d'écrire un mot facile, un mot qu'ils connaissent, parce qu'ils ont peur de ne pas réussir, ou ils disent, ben moi, je ne suis pas bon, fait que ça ne sert à rien que j'essaye d'écrire un mot. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi que je veux démystifier. Le fait de se définir par une note, il faut arrêter de penser ça, puis il faut vraiment s'enlever ça de la tête. On est programmé, c'est certain, parce qu'on a été dans le système scolaire. Nous aussi, on a été programmés à se définir par la note parce qu'on est évalué tout le temps. Mais en fait, il ne faudrait pas se définir par les notes et je vais vous expliquer pourquoi. Et pas juste pour l'estime de soi. Et moi, j'aimerais vraiment vous amener dans une autre vision que l'importance de la notation. J'aimerais ça qu'on mette l'emphase sur 3 éléments qui vont être importants à tenir compte pour nos enfants éduqués à domicile. Et j'espère de tout cœur qu'un jour, le ministère ou les prochains ministères vont en tenir compte aussi de ces 3 éléments-là qui sont 3 grands défis pour nos enfants éduqués à domicile. Et moi, je me permets de dévoiler toutes ces informations-là parce qu'ils sont quand même publics. Ils sont sur le site du gouvernement. C'est juste qu'ils sont dits dans des mots tellement complexes que des fois, on ne les comprend pas. Et même entre enseignants, des fois, on a de la misère à expliquer vraiment comment que le ministère va modifier les notes parce que c'est une mécanique quand même assez complexe avec des mots qui s'assurent qu'on ne comprend pas tout ce qu'ils disent. Et aussi parce que j'ai vu un article qui avait paru en 2019 dans Le Devoir qui s'appelle « Fausses notes dans les bulletins scolaires », un article écrit par Marco Fortier. Et cet article-là est public et je vais vous le mettre aussi avec mon lien de rediffusion si vous êtes intéressé à le lire. Et à partir de cet article-là, moi, je vais lire des passages et je vais commenter et ajouter de l'information. Alors, dans l'article, ça disait que Isabelle Nizet, qui est une professeure à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, affirme qu'il y a trop d'examens au Québec. Alors, comme je vous disais, c'est pas moi qui disais ça tantôt, là. Même les spécialistes le disent. On passe trop de temps à évaluer les élèves et à les préparer aux épreuves. Et plus préoccupant encore, les notes chiffrées ne valent souvent pas grand-chose. Alors, c'est pour ça que je vous disais tantôt, d'attribuer de l'importance à une note, ben, c'est un peu faux. Il faut vraiment qu'on change ça dans nos mentalités. Ensuite, c'est écrit dans l'article, un chiffre, c'est rassurant, ça semble objectif, neutre, mais ça ne l'est pas. Elle est très critique, la spécialiste, envers le système d'évaluation en vigueur au Québec. D'abord, les profs ne s'entendent pas entre eux sur la façon d'évaluer les élèves. Certaines écoles autorisent plus facilement que d'autres l'utilisation d'écrans pour faire des examens. Et certaines écoles sont plus souples pour accorder davantage de temps aux élèves pour faire leur examen. Et je confirme, pour avoir été, c'est sûr, dans le milieu, et même parfois, j'en discute encore avec des enseignantes, comment tu évaluerais, toi, mon enfant, pour telle situation? Et vraiment, c'est encore, je dirais, c'est encore très, très subjectif. C'est pas vrai que c'est objectif, un examen. Et par définition, toutes les évaluations sont subjectives. Par exemple, au premier cycle, on n'est pas supposé d'évaluer comment qu'un enfant accorde l'adjectif. Dans le groupe du nom, on évalue normalement juste le déterminant et le nom commun. On n'est pas supposé d'évaluer s'il a bien accordé son adjectif parce que ça ne fait pas partie du premier cycle. Ben, une enseignante qui respecte ça, le programme, ben, elle, à ce moment-là, même si l'enfant écrit mal l'adjectif, il l'accorde mal, je veux dire, parce que s'il l'écrit mal, ça va devenir une faute d'orthographe. Mais s'il ne l'accorde pas, ça ne fait pas une faute d'accord. Mais une autre enseignante qui va dire, elle, ben moi, je l'ai assez vu dans ma classe, fait que oui, je vais leur mettre mal, ben à ce moment-là, les enfants vont avoir des fautes d'accord. Alors, vous voyez comment que le contexte d'évaluation va influencer énormément la note de l'enfant. Ça se peut qu'un enfant dans une classe va avoir de la facilité, va avoir des bonnes notes, va super bien réussir parce que, bon, ben l'enseignante est peut-être plus souple sur certains critères d'évaluation et dans une autre classe, ben l'enseignante est plus stricte pour certaines raisons qui sont aussi justifiables. Alors, vous voyez comment c'est vraiment différent. Et un peu comme il disait dans l'article, oui, c'est vrai, il y a des enseignants qui n'accordent pas beaucoup de temps pour l'évaluation, c'est supposé d'être ça, le temps, et voilà. Puis il y en a d'autres qui vont dire, OK, regarde, je donne un peu plus de temps. Alors, c'est sûr qu'on voit que déjà, c'est un des problèmes à la note, ça ne peut pas être objectif. Ensuite,
On continue aussi, je vais mettre l'autre, la mécanique complexe. Alors là, je vais vous expliquer la mécanique complexe qu'on a au Québec, hein, parce que c'est juste ici que c'est aussi compliqué que ça. Pour les épreuves ministérielles, il faut ajouter à cela que le ministère de l'Éducation ajuste les notes pour uniformiser les résultats à l'échelle du Québec. Et ça, on s'en reparle. Il tient compte des résultats attribués par les enseignants tout au long de l'année, mais l'évaluation faite par les fonctionnaires du ministère est prépondérante dans la note finale. Dans le jargon, si vous allez sur le site du ministère, c'est écrit ici, on appelle ça la pondération, la modération et la conversion des résultats. C'est tellement complexe que même les enseignants ne savent pas comment ça fonctionne et entre leur manière de travailler et le résultat final, il y a des étapes qu'ils ne contrôlent pas. La même chose que vous, entre la manière que vous travaillez dans votre école maison et quand l'enfant va aller faire son évaluation au ministère, vous ne pouvez pas contrôler des étapes, c'est certain. Et là, c'est même la spécialiste qui dit ça, Isabelle Nizet, que c'est un peu illogique de donner à ces notes-là une crédibilité de vérité quand on regarde comment c'est produit. C'est une mécanique terriblement complexe et ça n'a rien à voir avec l'objectivité. Alors, je reprends la partie qui était dit. Pour les épreuves ministérielles, il faut ajouter que c'est ajusté, c'est uniformisé à l'échelle du Québec. Ce sera pas... Et en effet, ça veut dire que votre enfant va obtenir une note à son épreuve obligatoire. Mettons que votre enfant, parce que c'est l'examen, c'est difficile, alors mettons que votre enfant aurait 58 %, mais vous ne saurez pas si c'est 58 % qu'il a obtenu à sa note ou c'est un 58 % qui a été modéré à cause que le ministère va essayer d'uniformiser ça à l'échelle du Québec. Donc, si le ministère juge qu'il faut qu'il donne moins 3 % pour tout le monde, il va faire ça. Plus 5 %, etc. Donc, on ne sait jamais, autant même un élève qui est performant, qui a une douance, on ne sait pas si vraiment c'était 70 % qu'il y a eu à l'examen ou peut-être qu'il y a eu 80 %, mais à cause que ça a été uniformisé à l'échelle du Québec, il va avoir une autre note. Et sur le site aussi, et ensuite sur le site du gouvernement, vous allez voir, là, c'est vraiment écrit aussi qu'ils ne vont pas adhérer et modifier, vous allez voir ça. Donc, vraiment, on veut que les notes soient quand même, tu sais, des fois, on se demande qu'est-ce que ça vaut finalement parce qu'on ne saura pas ce que vaut notre enfant. On veut qu'ils valent un peu comme tout le monde, on veut uniformiser les notes. Et ensuite, dans l'article, quand c'est écrit, il tient compte des résultats attribués par les enseignants tout au long de l'année. Ça, il est là, mon cœur, mon point important que je veux vraiment mettre la lumière là-dessus pour les enfants éduqués à domicile. Parce que sur le site du gouvernement, on appelle ça la note école, mais il n'y a pas grand détail là-dessus. Mais dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que l'évaluation du ministère ne vaut que pour 20 %. Mais ça, c'est pas dit. Parce qu'il va tenir compte que des notes que les enseignants vont ramasser dans l'année. Donc, si vous avez un autre enfant puis que lui va dans un établissement scolaire, sa note finale pour la compétence de français lecture, ce n'est pas nécessairement la note qu'il a eue à son épreuve lors de l'examen. Parce que, comme je vous ai dit, elle est modifiée pour être uniformisée, mais en plus, elle a été reportée sur 20 % parce que le ministère a tenu compte de 80 % des notes que l'enseignant a ramassées dans l'année. Alors, vous voyez, déjà, on dit, OK, c'est ça. Ah, c'est pas comment ça va marcher pour l'éducation à domicile. Comment ça qu'eux, ils ramassent 80 %? Et ce que le ministère non plus n'a pas dit, cette année, avec la pandémie, ils ont voulu être généreux, bien sûr, avec les enfants qui font l'école dans un établissement scolaire. Ils avaient décidé aussi de modifier cette pondération-là en prenant 90 % des notes des enseignants et mettre leur épreuve obligatoire seulement pour 10 % de la note. Et là, moi, il y a là le gros fossé, je trouve, qui se creuse entre un enfant qui va dans un établissement scolaire et un enfant qui est éduqué à domicile. Parce que pour les enfants éduqués à domicile, il n'y en a pas de ça, de notes tenues compte de l'enseignant. Et il n'y en a pas de notes pour savoir c'était quoi sa progression tout au long de l'année. Il va seulement avoir la note de l'examen du ministère qui va valoir pour 100 % de sa note. La seule modification qu'il va avoir, c'est pour uniformiser les résultats à l'échelle du Québec. Alors, c'est sûr que quand je vous dis il ne faut pas attribuer de l'importance à la note, c'est dû à l'objectivation, mais c'est dû aussi au fait que pour les enfants éduqués à domicile, la note, on ne pourra jamais la comparer avec un autre enfant qui s'en va dans un établissement scolaire parce que nous, nos enfants, leurs notes vont valoir pour 100 %
modifié avec l'uniformité, mais un autre enfant, on va avoir tenu compte de sa progression tout au long de l'année. On va avoir tenu compte au début de l'année, qu'est-ce qu'il savait, dans le milieu de l'année, etc. Alors, sa note va être un peu plus juste que nous, notre enfant, qu'il va être allé seulement une journée, passer une évaluation, et on sait que ce n'est pas une évaluation qui est quand même facile. C'est une évaluation faite pour piéger, même s'ils vont dire que non, ben oui, on sait, souvent il y a des pièges et c'est vraiment des évaluations faites pour tester les connaissances, je dirais, à leur maximum. Ce n'est pas pour que les enfants vivent des grands succès. Alors, j'espère que vous saisissez bien ici mon message par rapport aux notes. Et si vous dites, OK, ben ça serait mieux à ce moment-là que mon enfant est à l'école, parce que là, on tiendrait compte du 80% de la note. Je vous invite à lire l'article au complet quand je vais mettre ça sur mon lien de rediffusion, mais je vous en parle quand même. On dévoile dans l'article déjà que ce 80%-là aussi est faussé. La plupart du temps, là, quand même. Il y en a des enseignants qui vont dire non, c'est pas vrai, mais quand même, il est un peu faussé en général. Pourquoi? Parce que ça arrive que si on a des notes trop basses, moi-même, ça m'est déjà arrivé, je l'ai déjà vécu, note trop basse générale dans une de mes classes pour éthique et culture religieuse. Ben, avant de vraiment dire que je vais mettre ces notes-là sur le bulletin, des fois, il faut aller voir notre directeur d'école et voir s'il approuve que nos notes soient basses dans cette matière-là. Puis ça se peut qu'ils disent non. Ça se peut qu'ils disent non, tu vas modifier ça, donc tu les montes toutes de 10% par exemple. Fait que finalement, bon, ça va modifier nos notes. Il y a d'autres enseignants aussi qui voient que leurs élèves ont trop des bons résultats. Alors là, ils vont s'arranger pour mettre un examen un peu plus difficile. Par exemple, ils sont en 3e année, on va mettre un examen qui, on sait, vaut plus du 4e année pour faire diminuer la note, pour s'assurer d'avoir une moyenne qui est plus autour, je ne sais pas, là, l'enseignant peut viser 75% ou 80% dans une matière pour pas que ça fasse un grand écart rendu aux examens du ministère. Pour plein de raisons là, qui font ça aussi. Pas non plus que le ministère reproche que les élèves, comment ça qu'il y avait de la facilité, puis là, ils n'en ont pas pour l'examen du ministère. Donc, ça veut dire que ce 80%-là de notes qui sont ramassées par les enseignants, on ne pourra pas non plus dire qu'ils sont vraiment justes. Il faut se demander à quel point ils sont justes parce que ça se peut qu'ils soient modifiés. Puis moi, ça m'a toujours impressionnée parce que je me suis toujours dit, aïe, j'en reviens pas que les parents, ça rende pas compte. Et j'avais pas aimé ça, là, être obligée de faire ça. Là, quand ton directeur t'a dit non, tu montes toutes tes notes de 10%, je me disais, les parents, mais ça, ils vont additionner toute leur évaluation, puis ils vont bien voir que leur enfant avait 65%, puis ils se ramassent avec 75%. Mais non, on ne le fait pas parce que c'est sûr qu'on ne commence pas à tout faire ça, là. Mais quand même, c'est vraiment un système au Québec qui est particulier et qui est particulièrement faussé, mais c'est mentionné, comme je vous dis, dans un article de journal, c'est mentionné par plein de spécialistes, mais c'est justement, si vous continuez à lire, vous vous dites, mais comment ça qu'il n'y a rien qui change? Dans l'article, et moi, c'est la cerise sur le sundae, Maryse Lassonde, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la présidente du Conseil supérieur de l'éducation et c'est une sommité là, en éducation quand même, mais c'est une docteure en neuropsychologue. Et elle est vraiment, elle a enseigné longtemps dans les universités, elle est vraiment bonne en éducation et a beaucoup, beaucoup d'expérience. Elle a fait énormément de recommandations au ministère de l'Éducation et elles ont toutes été rejetées sans aucune exception par Jean-François Roberge. Et c'est écrit noir sur blanc dans l'article, qui date de 2019. Nous sommes en 2021. Alors, je ne pense pas qu'il va y avoir de changement. Je ne pense pas que les mentalités sont tellement bien ancrées au ministère dans la pédagogie traditionnelle et dans la pédagogie évaluative que je ne pense pas que ça va changer énormément. Mais ce que je pense, c'est que même si on ne peut pas se mobiliser pour dire qu'on va changer ça, on peut toujours changer notre façon de penser et changer la manière qu'on a par rapport aux examens du ministère. Alors, si on en vient à la conclusion que la note est fausse parce que c'est pas objectif, que c'est aussi qu'on va uniformiser les notes à l'échelle du Québec et à cause que la pondération dans une école est 80-20, et comme je vous dis, le 80 est aussi faussé, et pour nos enfants éduqués à domicile est 100%, alors la vision qu'on peut avoir des examens du ministère, c'est que ça ne démontre pas ce que notre enfant vaut en termes de notes, mais ce que notre enfant vaut sur 3 éléments. Et j'espère que les enseignants qui vont recevoir nos enfants dans leur classe vont en tenir compte. Premier élément, la capacité d'adaptation.
C'est certain que pour les enfants éduqués à domicile, les épreuves obligatoires du ministère vont leur amener un grand défi au niveau de leur capacité d'adaptation. Parce que la seule chose qu'ils vont avoir, c'est un numéro de local à se présenter dans une école qu'ils ne sont peut-être jamais allés. Alors, c'est sûr que là, ils vont se présenter d'un endroit nouveau avec un numéro de local qu'ils ne savent pas nécessairement c'est où. Ils ne savent pas non plus les règles qui régissent à l'intérieur du bâtiment. Donc, ça se peut que par mégarde, notre enfant arrive avec une gomme dans la bouche, puis que là, on disait, hey, c'est interdit ici. Ben oui, ça se peut qu'ils fassent des erreurs. Nos enfants éduqués à domicile ne sont pas habitués d'aller dans ces endroits-là. Puis, ils ne se présentent pas là pour une visite de courtoisie, pour socialiser, pour s'amuser ou faire partie d'un projet. Ils s'en vont là pour passer une évaluation. Et si vous voulez comprendre, ben, mettez-vous à la place des enfants. C'est un peu comme si vous autres, on vous dit demain, tu t'en vas à une cogne, donc un endroit vraiment qu'on ne va pas souvent et peu visiter. Et là, tu t'en vas pas là pour le plaisir, tu t'en vas là dans un numéro de local pour passer un examen. Juste imaginez comment vous allez vous sentir. C'est sûr, ça va demander une grande capacité d'adaptation et même une capacité d'adaptation lorsqu'ils vont être dans une classe. Parce que là, ils ne sont pas habitués d'être avec beaucoup de monde, ils ne sont pas habitués d'être dérangés par les distractions, par le bruit. Alors, ça va quand même demander énormément d'adaptation. Aussi, ça va demander une capacité à gérer leurs émotions. Imaginez le stress qu'ils vont avoir, ces enfants-là, d'arriver d'un nouvel endroit, d'être avec du nouveau monde. Et il y en a que, c'est sûr, c'est des enfants qui ont été retirés aussi de l'école pour aussi des situations négatives. Alors, il y en a aussi qui ont des craintes parce qu'ils ont vécu des traumatismes par rapport à l'école. Donc là, ils doivent se présenter là pour une journée d'évaluation dans un groupe, dans une classe, comme s'ils avaient toujours été dans cette classe-là. Alors, c'est sûr que le stress, l'anxiété, ça va jouer. Le manque de sommeil, il y en a qui ne dormiront pas de la nuit. Alors, de gérer nos émotions quand on est fatigué, c'est pas facile pour les adultes, c'est pas facile pour les enfants. Et aussi, ça va demander aussi pour tous les enfants qui ont des besoins particuliers, parce que ça ne veut pas dire nécessairement qu'eux, ils ont des plans d'intervention déjà faits avec l'école, donc ils n'auront pas de mesures adaptatives. Alors, eux vont devoir se présenter à l'école et peut-être qu'il y en a qui vont même se contenir, comme un TDAH va peut-être se contenir pour dire hey, « moi, je vais essayer de ne pas trop déranger, pas trop déplacer de l'air, pour ne pas déranger le nouveau monde ». Et là, ça va même peut-être les distraire. Alors, toutes leurs émotions vont être chamboulées. Même, il y en a qui vont peut-être être excités, dire enfin, je vais être dans une classe, alors je vais pouvoir parler avec d'autres mondes, puis là, ça va déranger. Alors, toutes ces émotions-là aussi vont être beaucoup interpellées par ces enfants-là pour cette journée-là. Alors, la capacité d'adaptation, capacité à gérer leurs émotions et le troisième point, la capacité à exécuter un travail dans des circonstances exceptionnelles. Moi, ça m'épate à quel point, parce qu'au début, quand le ministère avait parlé de cette idée-là, de mettre les épreuves obligatoires, OK, tu sais, j'étais pas si contre ça. Je me disais, OK, il veut mettre ça, mais moi, je me disais, ben, tu sais, nos enfants sont éduqués à domicile, donc on les changera pas de contexte. Ils vont nous les envoyer à la maison, on va le faire par courriel, puis on va les renvoyer. Mais non, j'ai resté surprise que c'est ça, il faut que les enfants aient dans une classe, là, comme s'ils avaient toujours été. Et pour moi, ça, c'est des circonstances exceptionnelles. Parce que si on regarde avec la pandémie comment le ministère gérait ça, ben en fait, les enfants qui allaient dans un établissement scolaire et qui étaient habitués au rythme scolaire, quand ils ont tombé à l'école maison, qu'est-ce qu'ils ont fait au Québec? Ben, ils ont dit, vous pouvez prendre des vacances, c'est pas obligatoire. Ils n'ont pas obligé les élèves qui allaient dans un établissement scolaire à se mettre en mode d'école maison obligatoire. Alors, ça a été assez libre. Et ça, je compare ça avec mes amis en France parce que eux, quand ils ont tombé aussi en confinement et à la maison, les parents, même s'ils n'avaient pas fait le choix d'école à la maison, ont tombé assez vite dans le mode et c'était obligatoire, là. Et les enseignants, ils en envoyaient là, du travail. C'est pas comme au Québec du tout, là. Il y avait du travail pour 3 à 4 heures par jour avec leur enfant. Il y en avait des documents imprimés, puis il y avait du stock là à faire. Nous, au Québec, c'était assez relax et vraiment, les enfants pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Mais les enfants qui font l'éducation à domicile, nous, on leur demande que là, ils doivent se mettre, c'est ça, en mode école tout d'un coup, comme les autres enfants qui vont à l'école, et aller s'asseoir et faire l'examen comme les autres. Alors, ce sont des circonstances que je juge exceptionnelles. Et en plus, il y a un autre point aussi qu'on ne parle pas quand même souvent à l'école, mais on va leur demander de respecter l'horaire. Donc, ils vont devoir se présenter à l'école la journée même, la journée qui est la même journée pour tous les enfants du Québec pour le français, lecture, écriture et mathématiques, etc.
Mais ça veut dire que les examens commencent vers 8 heures, là. Mais savez-vous que pour 70% des enfants, c'est correct là, de se lever tôt puis d'aller à l'école, il n'y a pas de problème. Mais pour 30% des enfants, biologiquement, ils ne sont pas programmés pour être levés tôt. Et ça fait que des fois, on va dire, ah, ces enfants-là, il y a des enfants qui ne sont pas capables, ils ont des difficultés d'apprentissage, ils ont de la misère à se mettre au travail, ils ne sont pas capables d'embrayer le matin. Puis là, tu sais, des fois, on entend ça, mais c'est pas qu'ils ne sont pas capables. Puis ils ont des difficultés d'apprentissage, mais c'est pas dû comme tel à vraiment une vraie difficulté, c'est dû à leur horloge biologique. Leur horloge biologique n'est pas programmée pour se lever tôt. Alors, c'est sûr que eux, leur cerveau, il n'est pas prêt à travailler, il n'est pas prêt à se mettre en mode évaluation. Alors, pour 30% des enfants, ça va être assez difficile de se mettre en mode évaluation à 8 heures le matin, surtout s'ils font l'éducation à domicile depuis plusieurs années, puis que leur éducation à domicile ne commence pas à 8 heures le matin. Et j'en sais quelque chose, j'ai un enfant avec des troubles de sommeil, d'apnée du sommeil qui a été opéré, ça n'a pas fonctionné. Et jamais à 8 heures le matin, on a commencé l'école. Nous, c'est sûr, c'est plus tard parce qu'il ne serait pas en mode fonctionnel. Et ça, si vous ne me croyez pas, les statistiques viennent d'Isabelle Filiosat, qui a écrit un livre « Je dors, donc je grandis ». Et les statistiques viennent d'un live que j'ai écouté avec elle qui parlait même que, elle disait même que c'était dommageable pour leur cerveau d'obliger les enfants à se lever tôt lorsqu'ils ne sont pas biologiquement programmés pour ça. Donc, mon troisième point, quand je vous amène à une autre vision que l'importance de la note, c'est qu'il faudra souligner la capacité à exécuter un travail dans des circonstances exceptionnelles pour les enfants éduqués à domicile. Alors, pour conclure le sujet du jour, moi, ce que je vous dis, c'est que on ne peut pas, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que les examens du ministère, ça ne pourra pas démontrer ce que notre enfant vaut, mais ça va démontrer la capacité d'adaptation de nos enfants, la capacité à gérer leurs émotions et la capacité à exécuter un travail dans des circonstances exceptionnelles. Alors, je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, ce que j'ai dit. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de ça au niveau des notes, et des notes, comme je vous disais, qui n'étaient pas objectives et qui sont uniformisées. Mais dans tous les cas, ce que je souhaite, c'est que personne ici ne mette de la pression à son enfant pour obtenir une bonne note. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées pendant le live, pour moi, ça ne fait aucun sens de mettre toute cette pression-là à notre enfant. Et même pour nous, en tant que parents éducateurs, on ne devrait pas s'en mettre. On devrait plus préparer notre enfant, comme je vous disais, sur les 3 éléments au niveau de l'adaptation, du genre, c'est ça, pour trouver ton local, qu'est-ce que tu pourrais faire, comment tu te sens par rapport à cette école-là, peut-être passer devant l'école, le préparer, préparer aussi ses émotions, comment tu vas gérer ça, comment tu te sens, est-ce que tu te sens excité, comment tu vas faire pour travailler avec tout le bruit, parce qu'il y a beaucoup d'enfants là, à l'école à la maison qui mettent des coquilles pour travailler. Moi, j'ai un garçon qui fait ça, mais il n'y a pas de diagnostic comme tel, alors il ne pourra pas avoir ses coquilles cette journée-là si les autres commencent à faire du bruit et à déranger. Et j'ai beaucoup d'amis qui font l'école maison, puis ils me disaient, moi aussi, là, c'est ça, il n'y a pas de diagnostic, il met des coquilles, ils aiment ça. Tu sais, c'est des enfants qui aiment ça travailler dans le calme aussi. Alors, c'est sûr que ça va être des points qui vont être un grand défi pour eux. Et si on amène nos enfants, je pense, dans cette vision-là que je vous ai dit sur les 3 points, je pense que ça va les sécuriser beaucoup, ça va aussi les préparer, ça va les aider à gérer leurs émotions et ça va leur permettre de vivre un succès. Moi, je dis qu'il faut qu'ils vivent un succès pour l'expérience qu'ils vont vivre en soi et non un succès au niveau de la note. Alors, je vous invite aussi à mon prochain live. Mon prochain live, je vais être avec une auteure, Peggy Guillot Desandé, qui va venir nous présenter son livre « Devenir un parent zen ». Pour ceux qui ne m'ont pas suivi, moi, je suis enseignante de formation, intervenante en délinquance de formation, mais aussi enseignante de yoga. Et c'était même ma prof de yoga lors de ma formation. Elle va venir nous présenter ça avec son mode, sa méthode Slow Parenting. Et je vous invite à me suivre sur ma page Facebook parce que c'est là que je fais toutes les annonces de qu'est-ce qui est à venir. C'est là que je partage aussi beaucoup d'informations. Je vous invite aussi à me suivre sur ma chaîne YouTube où est-ce que là, je présente des vidéos, contenu pédagogique, du matériel pédagogique et aussi du matériel de bien-être pour le yoga pour nos enfants pour que leur bien-être, parce que le bien-être est important et moi, il est au cœur de l'éducation et pour que ces enfants-là se sentent mieux.
Alors, c'est un rendez-vous jeudi prochain à 14h, les jeudis avec Andrea Girard, consultante pédagogique. Je vous souhaite un bon printemps, une belle fin de semaine et on se retrouve jeudi prochain. Bye!